nouvelles astuces pour s'entraîner tous les jours en attendant le bus. Ah, c'est sympa ça. Est-ce que toi, Ouais. est-ce que tu peux nous révéler 2 ou 3 trucs en fait qu'on peut faire Des astuces? Oui, c'est ces moments où on a du temps à perdre, on attend le bus, on prend le métro, on marche dans la rue. Alors, il y a deux choses. Il y a deux chantiers que je conseille. Le premier, au niveau littéraire. Sur la partie littéraire, je crois qu'il faut absolument se dire qu'on va lire un article de presse, peu importe, Le Monde, Les Échos, La Tribune, une bonne presse, on va dire, un peu dans le champ, tant qu'à faire des connaissances qu'on attend de nous aussi aux oraux, parce que tant qu'à faire, si je me dis qu'aux oraux, on risque de m'interroger un peu sur l'actualité du moment, autant que je lise une presse, enfin un doc. Donc pour le coup, imaginons Le Monde. On prend un bon article, on prend un stabilo, et déjà, on va souligner les mots pour lesquels on a des difficultés, on va souligner des tournures de phrases qu'on retrouve, qu'on redécouvre, des accords, on va souligner des choses qui nous paraissent un petit peu nouvelles, curieuses, sur lesquelles on avait des doutes parfois, des doublements de consonnes, des choses comme ça, et on va les entourer, ça va passer le temps. Sur la partie calculatoire, c'est important ça, parce qu'en plus ça aide aussi pour les épreuves de dissertation et de rédaction, qui sont quand même encore une fois très coefficientées. Si on prend Audencia et le M Lyon, c'est l'autre moitié des coefficients, comme c'est pas rien. Donc quelque part, travailler sur un article de presse fait réviser l'actualité pour les oraux, et surtout, on va découvrir un synonyme, on va découvrir une orthographe, quelque chose qui nous remet un peu dans le bain. Sur la partie calculatoire, le calcul mental est très important au tâche-mage. Tu découvriras qu'il n'y a pas de calculatrice, et que quelque part, il faut être capable de se retrouver avec des mécanismes bien huilés. Alors, tu ne peux pas arriver au tâche-mage sans savoir que, je ne sais pas moi, que 15 au carré c'est 225. C'est un peu le b.a.-ba, les carrés, les cubes. Parce que tu sais qu'au tâche-mage, tu découvriras en calcul qu'on va peut-être non plus te faire 23 au carré, c'est quoi? 23 au carré, c'est. Tu me mets une colle. Ça, je dirais. Écoute, je dirais comme ça. Tu les connais. Bah non, 23, j'ai pas poussé là non plus. Tu les pousses jusqu'à combien en fait? 529, je dirais, non, 500, J'ai je pas sais la pas, réponse, ça. j'en sais rien. Non, je l'ai poussé, écoute, on va dire que 25 au carré c'est 625, ça je sais, c'est facile. Mais après, écoute, on va dire que peu importe, jusqu'à 20, ça suffit largement. 20, je pense que tu y es derrière. Enfin, jusqu'à 20, tu connais tes carrés jusqu'à 20, donc 19 au carré, Donc c'est ça, tu peux les 361. réciter en permanence. Mais tu sais pourquoi? Parce que quand tu as un Pythagore, hein, et que tu dois faire une racine carrée en calcul, ils vont pas te faire une racine carrée de 402, qui veut rien dire. C'est une racine carrée d'un nombre qui est parfait. Donc quelque part, c'est un carré parfait. Donc ils vont te faire la racine carrée de 324 qui vaut 18, ou une racine cubique de 343 qui vaut 7. Mais quelque part, tu vas avoir des mécanismes de calcul mental qu'il faut réviser. Donc oui, dans le métro, on fait du calcul mental. Il y a un petit ouvrage très sympa, un livre vert qu'on trouve à la FNAC, ou qu'on trouve surtout chez Gibert, qui s'appelle La pratique du calcul. Qui est de toi? Non, qui n'est pas de moi, qui est d'une équipe de profs des années 60, que tous les bons profs de bons collèges parisiens un peu bourgeois se refilent. C'est un ouvrage de calcul mental que ma fille de 7 ans a entre les mains, et addition, multiplication, soustraction et tout ce que tu veux. Et c'est une super bonne remise en route. La pratique du calcul, 3 euros. Tâche-mage, 6% pour passerelle. Ça dépend des écoles, hein, c'est un peu plus à Grenoble. 66% pour tremplin, effectivement. Difficile de viser tremplin 2 pour moi. Passerelle 2 atteignable, avec 250 ou 300 au tâche-mage. C'est super cette question, et c'est génial, c'est-à-dire que les gars sont déjà capables de faire une stratégie. Ils sont stratèges, il faut être stratège au concours. Je pense qu'on peut même intégrer passerelle avec 150 au tâche-mage, ça pose aucun problème. Moi j'ai vu des candidats être admis à Grenoble, quand même une super école de commerce, avec pour le coup 200 au tâche-mage, il n'y a aucun problème, parce qu'effectivement, à Grenoble, c'est à peu près 8% des coefficients. Si on score super bien en synthèse, en option et en anglais, ça passe tout seul, quoi, il n'y a aucun problème. Ok, autre question. Il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble. Déjà, Ouais. on parle beaucoup des maths comme compétence utile pour le tâche-mage. Quelle place occupe la culture G dans ce test? Aucune. Zéro culture G. Alors, est-ce qu'il faut blâmer le fait qu'il n'y ait pas de culture G? Traditionnellement, dans tous les tests qui sont sur le marché, sur les tests américains, turcs, israéliens ou autres, il n'y a jamais de culture générale. Jamais. Pourtant, on parle d'une partie un peu littéraire, mais elle est également très C'est pas la mathématique. culture générale. Elle est également très mathématique. Excuse-moi? Enfin, est-ce qu'elle est également très mathématique? C'est-à-dire qu'en fait, Non, finalement, elle les est calculatoire.
Mais heureusement, je veux dire, il y a un moment donné où tu peux pas demander à des philosophes qui veulent faire du market plus tard ou à des matheux qui veulent faire du contrôle de gestion d'être bons en maths. Je veux dire, tu sais, ceux qui sont bons en maths, ils savent ce qu'ils font. Le Taj Mahal, ils le passent comme ça, et puis après, ils font des techniques financières où là, il faut aller chercher les chaînes de Markov et les probas de haut niveau, et c'est pas le Taj Mahal. Donc, clairement, la culture G n'occupe aucune place. Est-ce qu'il faut trouver ça dommage? Non, parce que de toute façon, il y aura 1000 occasions à l'oral pour tester la culture G, donc c'est complémentaire. Allez, autre question. C'est marrant, c'est toujours un peu surprenant ces questions qui débarquent comme ça. Alors bonjour, je suis étudiante en lettres modernes. Bon, déjà bravo, parce que ça doit être passionnant de faire de lettres modernes à la fac. Le Taj Mahal s'annonce comme un calvaire pour moi. Bon, c'est un terme un peu difficile. Pensez-vous que les littéraires ont des chances d'avoir un score autre que misérable? Alors figurez-vous, mademoiselle, que vous vous trompez. Les littéraires ont souvent plus de chances, je trouve, que certains matheux. Parce que très franchement, il y a un moment donné où je crois que lorsque on est un vrai bon littéraire et qu'on aime ça, et qu'on n'est pas juste un littéraire qui sait lire, je sais pas moi, Maupassant, mais qu'on a un littéraire aussi qui aime manier la langue française de façon noble, avec une bonne grammaire, une bonne orthographe, un bon vocabulaire, eh bien déjà, on est très bon généralement en expression, on est très bon en compréhension, on se débrouille même très bien en raisonnement argumentation, et on sauve les meubles en calcul et en conditions minimales. Quoique les conditions minimales, c'est un peu le parent pauvre du calcul, parce qu'il n'y a pas tant de calcul que ça à l'intérieur, c'est beaucoup plus du raisonnement. Et puis mademoiselle, vous saurez que la logique, c'est une partie qui est sincèrement, c'est peanuts quoi, je veux dire, c'est plein de critères à connaître par cœur. Si vous avez une bonne mémoire, ça suffira largement pour y arriver. Donc pour moi, la question c'est, est-ce qu'il y a des chances d'avoir un score autre que misérable? La réponse est évidemment, vous avez toutes les chances d'avoir à 350 si vous jouez le jeu déjà de la partie littéraire. Il faut bien la bosser parce que souvent les lettres modernes ils ont l'impression qu'ils sont trop forts en expression, c'est pas vrai. Des vrais littéraires parfois sont médiocres en expression, donc il faut être un peu lucide. Et le calcul, encore une fois, réactiver le troisième. Vous parlez d'Orlum. Est-ce nécessaire pour les concours et missions parallèles de faire une prépa? C'est une vraie question, parce que je peux comprendre qu'on peut être réticent à dépenser de l'argent pour une prépa. Parce que c'est un budget effectivement. Les budgets, chez nous, pour une prépa parallèle complète avec intranet, donc préparation en ligne, le stage en cours à la prépa, à l'écrit et le stage oraux, il faut compter en moyenne 1000 euros. Donc c'est une somme, c'est pas rien, 1000 euros pour un étudiant. Moi je sais ce que c'est, je travaille plus jeune chez McDo, ça voudrait dire que je bosse 100 heures chez McDo pour avoir une prépa quoi. Bon, il faut comprendre que la prépa c'est un tout, c'est pas juste on vient pour faire du Taj Mahal, s'entraîner et repartir. C'est d'abord un cadre dans lequel on va être capable de se mesurer à d'autres candidats, ça c'est important. C'est bien de savoir ce que font les autres. Et puis j'ai une copine qui est en philo comme moi, elle galère, donc je me fais une nouvelle copine, parce que forcément, comme tu le sais, tu as des gens qui viennent nous à la prépa, il y a des gens qui viennent de Nice, de Bordeaux, de Marseille. Mais est-ce que c'est pas justement se mettre une pression? Une pression, mais il faut de la pression François, qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est un concours, t'as déjà vu un concours réussi sans pression? Certes, mais tu vois bien que c'est un exercice qui est anxiogène, donc au final, est-ce que c'est la peine de rajouter en fait? Ben, pour moi, t'en rajoutes pas. Pour moi, juste, au contraire, tu rassures. Tu rassures que tu trouves quelque part en face de toi une oreille attentive qui va te guider. Tu as une personnalisation, en tout cas, Orlum, qui a fait le succès d'Orlum, qui a vraiment fait le succès d'Orlum. Enfin, le succès d'Orlum, c'est d'abord une écoute très personnelle. Et là, ce que je fais avec toi aujourd'hui, ça me paraît tout à fait normal. Je veux dire, de conseiller gratuitement des élèves, ça me paraît juste évident. Donc, quelque part, imagine que si je fais avec toi aujourd'hui ce qu'on fait à la prépa. À la prépa, on les prend un par un, on passe du temps avec eux, on comprend où sont les blocages. Et c'est, je pense, une offre qui est beaucoup plus large que pour le Taj Mahal aussi, c'est important. On prépare la dissertation, on prépare aux épreuves de dossier, de candidature, on prépare également aux entretiens. Parfois, tu sais, il y a des étudiants qui nous disent merci longtemps après parce qu'on les a guidés sur des projets pro qui ont changé un peu aussi leur vie. Et j'ai même des étudiants qui me disent après les entretiens passés à la prépa qu'ils en servent encore aujourd'hui. Est-ce que la prépa est utile pour tout le monde, Franck, honnêtement? Pour tout le monde? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit te faire comprendre que tu dois le faire ou tu ne dois pas le faire? Tu sais qu'il y a des étudiants qui hésitent, forcément. Il y a peut-être des gens... Quel est ton avis sur la question à toi, François? Moi, c'est difficile. Enfin, c'est vrai que moi, je connais bien la partie entretien, en fait. Est-ce que tu vois des progrès sur les entretiens quand tu prépares les entretiens? Tu vois quand même des sacrés progrès. Ok, bon, moi je les vois aussi de façon évidente. Moi je les vois aussi à l'écrit.
je les vois à l'écrit. Alors après, tu sais, il y a aussi autre chose. Il faut savoir que nous, on s'est remis en question la prépa à un moment donné. On s'est remis en question il y a fait quelques années, parce que figure-toi qu'il y avait une promesse qui était parfois un peu trop forte. On promettait aux étudiants de devenir des brutes en dissertation au bout d'une semaine, parce que sincèrement, on avait en face un professeur qui était juste exceptionnel, qui avait de vraies méthodes, qui notait juste au niveau des concours blancs. Mais quelque part, c'est une promesse qui est trop forte. Comment tu veux promettre à un étudiant qu'en une semaine intensive de stage, du lundi au samedi, de 9h à 18h ou à 20h, il peut faire un bond en dissertation? On y croyait sans y croire. Donc on apportait des choses qui permettaient de compenser des lacunes ou de faire un petit progrès. Ben, on a mis en place quoi? On a mis en place un suivi en ligne. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tu as des candidats chez eux qui rédigent des lignes et des lignes, qui vont être corrigés dans 2 semaines par le prof de dissertation ou les profs de dissertation, alors qu'on est en novembre, que le concours est en avril. Et ben, laisse-moi croire, laisse-moi penser, pour avoir été moi-même en prépa, qu'il y a un moment donné où en 6 mois, en 3 mois, en 2 mois, on peut quand même faire la différence. En une semaine, je doute, mais lorsqu'on s'y prend à l'avance, qu'on est encadré, qu'on est noté, évalué, qu'on est corrigé dans la voie qu'on prend sur un terme qui dépasse 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, oui, les progrès ils sont juste évidents. Enfin, je le vois. Et les résultats sont là pour parler. Enfin, nous, on voit bien les résultats qu'à la prépa. Les résultats sont juste très bons. La partie mathématique du Taj-Maj est plus difficile que celle du CIM. Non, le CIM est plus dur que le Taj-Maj. Alors le CIM, excusez-moi, c'est le score IAE message. C'est la petite sœur du Taj. Enfin non, c'est la grande sœur, on va dire, parce que la fac c'est quand même très noble encore. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison. La fac c'est super. Tu sais qu'il y a des facs qui commencent à se mettre se mettre au Taj-Maj en fait. Les facs ils s'y mettent. Mais il y a quelques... Ah, ça fait longtemps. Alors déjà, il faut que tu saches qu'il y a des IAE qui s'y ont mis depuis des années. Je pense l'IAE d'Aix-en-Provence qui sur son IAE assez glamour sur des services qui est très recherché dans toute la France recrute sur le Taj-Maj. D'autres gardent le score et le message. Donc du coup, sur cette question, en fait, c'est assez net pour toi. Si mais plus... Oui, mais je veux dire pourquoi, parce que c'est une question importante quand même. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile le score et le message? Parce que malheureusement, là, on va faire appel à des stats, à des probas. Et je te mets au défi de demander à une nana qui est passée par une L ou un garçon qui est passé par un ES alors qu'il n'aimait pas les maths, de se remettre à faire des matrices parfois, des probas, de la combinatoire un peu corsée, va savoir quoi encore sur des questions de corrélation linéaire. Franchement, même moi, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Il y a plein de littéraires qui passent le score message. Bah, oui. Bah ouais, mais heureusement qu'ils ont la culture G, le français et l'anglais pour y arriver, quoi. Donc ça aide. Quel âge minimum avant? C'est marrant cette question, j'ai jamais eu. Quel âge minimum à avoir pour passer le Taj-Maj? Non, il n'y a aucun. J'en sais rien, sincèrement, c'est une vraie question, ça. J'imagine qu'on peut le passer. Je sais pas, tiens, je sais pas. Il faut demander à la FNEJ, ça, j'en sais rien. Minimum Par contre, il n'y a pas d'âge 3e, a priori. maximum. Hein. Je l'ai encore passé l'année dernière, le Taj-Maj. Hein. J'ai 35 ans, donc on peut passer même tard. Vous pouvez nous donner un emploi du temps type de révision? Un emploi du temps type de révision. Alors moi, ce que je ferais, c'est que déjà, dans les ouvrages, dans les bons ouvrages, il y a un bon sommaire. Et donc commencez déjà par là, commencez à prendre un... Si, tiens, il y avait la question, comment on sait pour les ouvrages? Commencez par voir le sommaire. Si le sommaire répond à vos attentes en termes de notions de cours, de méthode et d'exercice, vous pouvez déjà faire le choix d'un ouvrage comme ça. Quand le sommaire est bien détaillé, on peut être capable très vite de fixer un temps par partie. Donc on peut comme ça, de façon assez intelligente, se dire que voilà, ce soir je fais la géométrie, demain je ferai arithmétique et pourcentage, après-demain je ferai les cas en raisonnement menteur ou je ne sais quoi, et on se fait un planning comme ça. Donc après, est-ce que je peux faire en une soirée et géométrie et pourcentage et fraction? Je ne peux pas répondre à la place du candidat. Il faut que lui il puisse libérer du temps et voir où il avance vite, où il avance pas vite. Mais très vite, il va se rendre compte qu'il avance vite sur une partie, moins vite sur une autre. Il va recadencer le planning. Donc pour moi, le planning de révision type, c'est on commence par le cours et après seulement on attaque les exercices. Et quand on attaque les exercices, on ne se met pas la pression du temps. Genre le temps est super illimité, quoi. Et après, on commence les batteries en temps limité. Mais je garantis des résultats bien meilleurs lorsqu'on est en temps limité, dès lors qu'on a pris le soin en amont de faire le cours correctement et de passer quelques tests en temps illimité.